Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Enfin, j'entends ma voix, enfin je m'entends. Je suis là comme d'habitude avec la team Street Diamond. J'espère que vous allez bien dans le building. Et bien sûr, avec moi, comme d'habitude, il y a Mademoiselle AC qui est dans le building. Yo, bonsoir à tous. Comment vas-tu, Mac? Eh ben écoute, moi ça va bien. Max, moi c'est moi Max. Comment allez-vous, Max? Ça va parfaitement bien. Donc il y a Max Diaco qui est avec nous dans le building. Yeah. Oui. Ça fait super plaisir de vous recevoir, Max. Ça me fait plaisir d'être là. On a pas mal de choses à se dire. Il y a aussi Sharon Omankoy qui est avec nous dans le building. Bonsoir. Donc on a plein de choses aussi à se dire avec Sharon. Vous connaissez déjà, hein. Je sais qu'il y a des gens qui guettent cette rubrique. À chaque fois ils m'en parlent. Oui, la nouvelle rubrique de Street Diamond, S'Express Yourself. Vous inquiétez pas, ça va venir aux alentours de 21h, la rubrique S'Express Yourself. Et on a pas mal de choses à se dire dans cette rubrique. Notamment on va parler de masturbation. Donc un sujet intéressant, n'est-ce pas? Mais avant ça, je dois présenter bien sûr ma team technique. Donc il y a Teddy qui est là dans la team technique. Ça va Teddy? Tranquille? Yo. Ok. Il y a Mr. Dorlis qui est dans le building. Ouais. Et il y a Kenny qui est là dans le building. Ça va Kenny? Tu vas bien? What up? Et il y a Cindy qui est dans le building. Cindy, ça va? T'as la pêche? Hello tout le monde. Voilà, donc vous avez vu un petit peu, on a fait un petit peu le tour de l'équipe, c'est convivial, hein. On est, Max, tu as remarqué, on est à la cool. C'est la famille, quoi. C'est la famille. Kenny, est-ce que tu veux introduire notre invité ou pas? Kenny, il est chaud pour introduire notre invité, donc c'est cool. Déjà, une chose à vous dire, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est le samedi 20 octobre. Et vous savez que d'habitude, on fait les éphémérides, enfin plus ou moins. En tout cas, on essaie de vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Et il y a un fait marquant qu'on ne pouvait pas esquiver. C'est bien sûr cette date du 17 octobre 1961. Où il y a eu un événement qu'on a qualifié de massacre. Donc c'était en fait la police française lors d'une ère de répression, bien sûr, de cette ère de répression de 1961 avec le FLN, bien sûr, et des affrontements suite à un boycott de couvre-feu nouvellement appliqué au sol africain du Nord. Et justement ensuite aux attentats du Front de Libération Nationale, donc le FLN. Et justement, s'en est suivi ensuite ce qu'ils ont voulu appeler des affrontements, n'est-ce pas? Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup de Nord-Africains qui sont décédés, qu'on a jetés carrément dans la Seine. Donc on voulait leur rendre un hommage parce qu'on pense que c'est une date importante. Manu, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Bah ouais, tout simplement parce qu'il y a des Antillais aussi qui sont passés dans la Seine. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, on était en pleine époque Bumidum. On était en pleine époque Bumidum et que souvent la plupart des Antillais qui débarquaient à Paris étaient souvent pris pour des Algériens. Et d'ailleurs, juste un petit retour sur un quartier qui est considéré comme un quartier avec une très forte population maghrébine, qui est Barbès, et qui à la base était le lieu de ralliement des gens qui débarquaient à Paris suite au mouvement du Bumidum. D'ailleurs, il y a encore un magasin de disques qui est très très célèbre du côté d'Anvers et qui était le point de ralliement et qui a fait l'objet aussi d'un documentaire. Donc ça serait intéressant pour ceux qui connaissent pas cette histoire un petit peu douloureuse de la Guadeloupe et de la Martinique, ouais, mais également de la Guyane, etc., etc. Tu peux rajouter le 18e. Voilà. Donc je vous invite à faire des petites recherches sur Google pour voir ce documentaire qui est très intéressant, qui parle des communautés de Paris. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours faire preuve un petit peu de solidarité avec les autres communautés, parce que généralement ce qui les touche nous touche aussi. Donc voilà, c'est une petite leçon. Voilà, c'est tout. Merci pour ce point, Manu. Donc maintenant Kenny va nous introduire notre invité. Kenny, es-tu chaud? Es-tu prêt? Are you ready? Chaud et prêt, je sais pas si je vais être en tout cas, on t'écoute. Tu sais, normalement c'est la tâche de Kelly, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on va essayer d'y aller. Comment dirait l'autre? Bonjour. Bonjour Kenny. Bonjour Kenny. Bonjour Max Dacoq.
Bonjour. Maître Max Diacoc. Donc vous êtes chorégraphe et danseur de gros cas, si on peut dire. Donc vous êtes né en 1959 à Pointe-à-Pitre. Oh là. Non. C'est tout. Toi là, Mais vous avez grandi, attention, vous avez grandi à Sainte-Rose, section Cacao, normalement. Normalement? À Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, vraiment. D'accord. Mais en tout cas, on nous avait dit que vous aviez rencontré le gros cas à Sainte-Rose. Oui. Voilà. Donc, il s'agit de votre découverte, plus précisément avec Guy Conquête, qui aurait constitué un déclic chez vous. Christine Conquête. Enfin, je connais pas, alors du coup. Donc, c'était à la fin des années 70, normalement. Voilà, fin des années 70. Donc, ça fait à peu près maintenant... Mais tu vas pas dire à chaque fois le temps qui est passé. J'ai pas envie de dire, je sais pas s'il faut. Un certain temps. Un certain temps, n'est-ce pas? Ouais. Alors, donc, en 1995, vous créez la compagnie Bokusu, où vous développez votre propre gestuelle et exprimez un style façonné par toutes vos expériences, moderne jazz, moderne ska, jazz et autres. Et ceci dans un contexte contemporain et majoritairement urbain. D'accord. Donc du 31 octobre au 4 novembre 2018, vous participez au festival L'autre facette des îles Pays. Cette édition est consacrée à la Guadeloupe. On vous retrouvera le 2 novembre à 20h pour l'interprétation de J'habite une blessure sacrée. Vous participez à ce festival en compagnie de la chanteuse Tania Saint-Val, du metteur en scène Luc Saint-Éloi, la créatrice et productrice Astrid Swinzenker. Oula. Je m'excuse si j'ai écorché son nom, bien sûr. Donc, le dramaturge Guy Lafage et le cinéaste Christian Lara, qui, je cite, est le père du cinéma antillais. C'est un festival alors qui se veut participatif, où il y aura plusieurs anniversaires associés au programme. Donc, ce sera le cinquantenaire du procès des 18 inculpés de la Guadeloupe, qui retrace qui étaient contemporains aux événements de mai 67, à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est aussi, pour faire un petit parallèle sur l'année 2018, on a eu le film... Alors, vous étiez là, non? Le rêve français, tout le monde, vous avez oublié. Le rêve français, voilà, qui retraçait un peu la même époque. Donc, c'est donc le cinquantenaire de cette époque, en fait, de mai 67. Donc, ensuite, il y aura aussi le 4 novembre, les 40 ans de la Route du Rhum. Donc, la Route du Rhum démarrera le 4 novembre, ce sera l'anniversaire. 40 ans, ça se fête. Et aussi, donc, le 35e anniversaire de la compagnie du théâtre de l'Air Nouveau. Voilà. Et pour terminer, donc, les anniversaires de cet événement, ce sera aussi les 40 ans du cinéma antillais. Donc, ce sera une rencontre cinéma avec le réalisateur Christian Lara, qui représentera son film mythique Coco la fleur, candidat. Donc, un sacré topo là, tu nous as tout fait. Hein. Ah ouais, heureusement, allez, on applaudit, c'était sa première. C'était sa première à Kenny. Voilà, c'est bon. Les notes à la fin de l'émission. Ouais, voilà. Non, c'est bien. Donc, Monsieur Max Diacoc, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir ici sur Street Diamond. Déjà, c'est avant tout un honneur. On vous reçoit justement dans le cadre de ce festival, L'autre facette des îles Pays, et notamment pour votre pièce, votre représentation que vous allez effectuer le 2 novembre. Donc, de très 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 beaux rendez-vous pour ce festival de qualité. On attend vraiment le public en nombre et en masse, mais on a Max Diacoc avec nous dans les studios. On en profite. On a oublié d'en profiter. Alors, je ne sais pas par où commencer. Peut-être on pourrait commencer par mai 67. Et commencer, pourquoi pas, parce que je sais que votre pièce, comme vous me le disiez auparavant, commence sur cette thématique. C'est source d'inspiration, on va dire. Donc, on pourrait écouter peut-être un morceau.
Voilà. Donc on va s'écouter un morceau du collectif Noula Kra 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 et le titre s'appelle Mai 67 tout simplement. Manu Dorlis balance. En crier à moi, en crier à l'assassin, oh, en crier bouot, légionnaire déclaré la guerre à la Guadeloupe. Vaillant Nestor tombé, j'arrête pince maille tombé, messieurs, comme un Guadeloupéen, trouvé la mort la printemps 67. Yon pile Timoun, 6 assis en ban lolo, les jeunes arrivés, yo tiré si petit en moins, oh yo yo. Yo tiré si moins en mai 67. Aïe aïe aïe. Si la place, sinon l'odeur la moi aïe aïe. On l'odeur la mort, vin couvert la Guadeloupe en 67. Sans jamais 67 mes frères, on joue à mai, légionnaire déclaré la guerre à la Guadeloupe. Oh. Aïe aïe aïe. Guadeloupe les vents enragés, puis la prête fusil fait mes amis. Yéla, car la lambi pas baissé devant fusil. J'avouais trop sang, nous j'appelle trop combat, aïe aïe. Les j'arrivais, où yo paie vrai force à nous bout dans nous. Aïe aïe. Faut pas pleurer, faut pas décourager mes frères. Y'en tombé aujourd'hui, d'autres élevés pour entrer au combat. Mai 67. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Pas beaucoup de délicatesse, on a coupé ça comme des barbares. On était en train de chanter, en train de s'ambiancer. Donc mai 67, toute cette inspiration, bien sûr, et ce spectacle, cette représentation qui justement vous inspire. J'habite une blessure sacrée dans ce spectacle que vous faites. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la genèse de cette pièce? Alors, avant tout, il faut dire que ça fait partie d'un triptyque. C'est le deuxième volet. Un triptyque dans lequel... Enfin, il manque un troisième. Là, c'est le deuxième, comme je le disais. Et dans ce triptyque, je m'intéresse aux aliénations contemporaines. C'est-à-dire ce qui nous rend moins humains. D'accord. Et contre lequel, bon, on essaie de se dresser pour acquérir une verticalité durable. Voilà, donc dans le premier volet, c'était un trio qui s'appelle De Profundis, qu'on continue à présenter, qui est programmé prochainement, en janvier. Je m'intéressais à tout ce qui concerne notre rapport au temps, c'est-à-dire comment on évolue dans cette société mondialisée où on a un rapport métronomique au temps, et à l'inverse,
les chemins pour accéder à notre rythme intérieur, à notre écoute intérieure. Voilà. Dans le deuxième volet, qui s'appelle « J'habite une blessure sacrée », là, on est dans un dialogue entre deux nécessités. Pour moi, c'est une façon aussi pour moi de faire se rejoindre deux interrogations, deux passions aussi. Il y a une passion politique qui est la lutte émancipatrice, la lutte pour cette verticalité. Et il y a une autre dimension qui est plus, on va dire, spirituelle, entre guillemets, spirituelle dans le sens noble du terme, pas dans le sens religieux, et qui est l'écoute de soi. Donc j'ai fait dialoguer ces deux nécessités et en mettant une énergie à chaque nécessité. Donc la nécessité de lutte a une dimension martiale. Et donc j'ai repris mes vieilles amours pour le judo, par exemple, parce que j'ai pratiqué le judo pendant 20 ans pour les arts martiaux. D'accord. Et de notre côté, le côté posé, le côté avec plus de silence, qui est plus introspectif. Et donc là, j'ai fait une danse qui mélange ces deux énergies, qui est quelquefois un peu dans l'ambiguïté, pour dire aussi que même dans la lutte, on a besoin de ce temps pour être plus fort. Et qu'il ne faut pas dissocier les deux. Le guerrier aussi a besoin de silence. Donc voilà, donc c'est, en gros, c'est ça. Et quel est le rapport avec mai 67 ? C'est que ça a été vraiment mon point de départ, puisque ça fait un moment que... une petite parenthèse, c'est que en mai 67, notre ami, c'est Kelly. Kenny. Kenny, il a révélé que je suis né en 59. Donc, en mai 67, j'avais... Quel âge ? J'avais 8 ans. 8 ans. J'avais 8 ans, donc j'étais gamin. Et j'ai pas vraiment vu l'ampleur des événements, puisque j'ai... la seule image que j'ai de mai 67, c'est moi et avec ma maman, tenant la main de ma maman, sur la place de la Victoire, et des képis rouges en mitraillette tout autour de la place de la Victoire. C'est la seule image, mais j'ai aucune image de tir et tout ça. Parce que bon, après, comme c'est un souvenir traumatique, les parents ont tout fait pour qu'on n'en parle pas, puisque à l'époque, vous savez, même en plein mai 67, il y a des gens qui ont été tués pour le simple prétexte qu'ils enterraient leur mort, qu'ils faisaient une veillée. Donc c'est un souvenir traumatique. Il y a l'année dernière, à l'occasion d'un hommage à mai 67, aux victimes de mai 67, il y a quelqu'un qui a révélé pour la première fois, après 50 ans de silence, qu'il s'était réfugié dans un cimetière, qu'il avait vu des CRS descendre des fuyards, et que lui, il s'était réfugié dans un caveau, et que quand tout s'est calmé, il est sorti, et c'est 50 ans après qu'il en a parlé. Wow. Donc voilà, donc c'est un souvenir très traumatique. Et donc, alors comment j'ai voulu traiter ça de façon artistique, puisque bon, dans le côté artistique, il s'agit de transcender cette mémoire traumatique et d'en faire quelque chose de beau, c'est-à-dire c'est la sublimation de toute cette souffrance, de toute cette laideur, comme dirait un poète qui s'appelle Baudelaire. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Donc c'est ça le propos de l'artiste, c'est comment faire de ça quelque chose de poétique, malgré toute sa laideur, quoi. Et donc voilà, donc je suis parti aussi de cette sensation d'être ballotté, d'être comme des fétus de paille, et d'être ballotté, c'est ce qui était le cas, c'est-à-dire des gens qui passaient sur la place de la Victoire ou dans les rues
ils ne savaient pas pourquoi un qui a Coudrieux qui a eu la jambe arrachée carrément, on a dû lui amputer la jambe, il n'avait rien à voir ni avec le syndicalisme ni avec la politique. Donc c'est cette sensation qui m'a permis de trouver comment dirais-je, des matériaux pour construire la chorégraphie. Donc cette sensation d'être ballotté, d'être dans un bigidi perpétuel, le bigidi, le déséquilibre, mais malgré tout de ne pas vraiment tomber. Et même quand on tombe, on se relève. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a guidé. Et donc c'est très politique. Et il y a aussi, donc 2017 aussi, c'est le souvenir de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc pareil, c'est un système qui choisit les gens qui conviennent, qui choisit où chacun doit se trouver à tel moment. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu mettre en chorégraphie. Alors, les personnes qui savent pas ce que c'est Mai 67, faut savoir que Mai 67, aujourd'hui encore, des journalistes parlent de cet événement comme étant un événement ayant encore des zones troubles. Donc, c'est un événement qui s'est passé, on a bien calculé, 51 ans, si je ne m'abuse. 51. Donc, 51 ans, normalement, il faut savoir qu'on devrait avoir certaines archives disponibles parce que les délais sont passés, mais qu'aujourd'hui, les archives sont encore très difficiles à obtenir par rapport à mai 67. Donc, il y a toujours cette zone d'ombre qui plane et il n'y a pas de chiffres officiels qui ont été donnés. Et les chiffres officiels sont très en deçà de ce qui s'est réellement passé, en sachant que on parle d'une grève suite à une demande d'augmentation de salaire de 2,5% des ouvriers. 2,5%. Et 2,5% qui finissent en massacre d'une population. Donc c'est un événement qui a traumatisé la Guadeloupe. Comme le disait Max Diacoc auparavant, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ont vécu ces événements et qui n'en ont jamais parlé et qui ne racontent pas ce qui s'est passé à cette époque. Et il y a beaucoup de non-dits dans notre société par rapport au traumatisme et par rapport au trauma. On se rend compte que, en fait, dans les sociétés, que ce soit Guadeloupe, Martinique, etc., il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on va dépasser par le non-dit et essayer, en fait, de ressortir autre chose et effacer complètement. Aujourd'hui, on est passé à une autre heure. C'est-à-dire que on essaie de dire, on essaie de parler, on essaie de faire comprendre et on essaie de transcender. De dire les choses. Puisque, il y a eu le traumatisme de l'esclavage avant. Et il faut dire que dans la mémoire populaire, on prend par exemple l'exemple des chansons de Gros Cas. Alors, combien de chansons existent qui parlent de l'esclavage, qui parlent avant les années je ne parle pas des 70 après, avant 70 le côté les luttes vraiment ont commencé dans les années 60-70. La mise en valeur aussi de cette culture du Gros Cas, c'est vraiment les années 70. Mais les gens parlent beaucoup de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein de chansons qui parlent d'Ardonnel moins calé, Fusila en dos en moins, le général de Gaulle. Il y en a plein qui parlent de ça. Mais comme chansons anciennes qu'on nous a léguées, qui parlent de Delgrès, non, qui parlent de solitude, de l'esclavage, non. Il y a des chansons qu'on peut peut-être relier à l'esclavage, mais qui sont où on parle enfin, on suppose, mais c'est de façon c'est dit de façon en parabole, quoi. C'est en parabole. Ça reste caché. Ça reste caché.
Alors quand tu as Bombay 67, c'est vraiment... c'est assez récent qu'on en parle. Oui, mais s'il y a traumatisme, on comprend un peu entre les non-dits plus le traumatisme, ça fait pas beaucoup de chansons. Et quand bien même il y aurait eu des chansons, comment elles sont prises? Donc obligé d'avoir des sous-entendus, des métaphores. Faut aller chercher, quoi. Faut aller chercher, oui. Mais bon, à ma connaissance, bon, il y en a pas. Surtout en mai 67, bon, sauf les chansons récentes. Parce que cette chanson, je crois qu'elle a été réinterprétée, mais elle date peut-être des années 80. Peut-être fin 70, je sais plus. Mais c'est relativement récent. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, parce qu'on a un maître K avec nous, donc on peut parler de gros cas, n'est-ce pas? Et justement, ce qui est intéressant pour revenir aussi à cette pratique qui est le gros cas qui se passe en Guadeloupe, il y a plusieurs manières de vivre le gros cas. On peut le vivre dans la rue, on peut le vivre de différentes manières par rapport au coup de tambour, donc que ce soit la journée ou etc. Mais il y a aussi le lait rose qui se passe en soirée. La nuit, ouais. Voilà. Et justement, il y a quelque chose, parce qu'on a déjà parlé avec plusieurs personnes des 7 rythmes du gros cas, qu'on développe aussi avec les personnes comme Sonny Troupé, bien sûr. 7 rythmes, et derrière, on rajoute une infinité d'autres choses autour. Et justement, cette ronde de lait rose, parce que pour bien expliquer aux personnes, quand il y a le lait rose qui se passe, en gros, il y a la ronde du lait rose, il y a les tambouillés, il y a il y a le public, il y a les chœurs qui sont là, et il y a un danseur qui se met au centre et qui danse par rapport au tambouillé et notamment au marqueur. Et il y a ce côté où je me disais quelque part, mais le danseur quelque part, quand elle est seule dans cette ronde, et ben en fait il y a un degré de solitude qui s'installe, mais en réalité le danseur n'est jamais seul. Alors, c'est ça la puissance du gros cas, c'est que comme dirait Luc Hubert Séjour, qui est aussi un maître de la parole, tout butin qu'avine butin par rapport à un butin. Donc ça veut dire que rien n'existe seul dans le gros cas. C'est que le danseur, il ne vient pas faire son show comme ça. Donc il est tributaire de l'énergie que va lancer le chanteur. Le chanteur lance une chanson. La chanson, c'est une énergie. Les tambouillés décodent, surtout le maquet, c'est le chef des tambouillés. Il décode selon le sentiment qui se dégage, selon la pulsation qui se dégage de cette chanson, cette introduction, parce que ça commence par une introduction. Je déduis que ça, c'est un Kaladja, ou que ça, c'est un Rose, que c'est un Twin Black, etc. Et il joue. Quand le rythme tourne, quand c'est en place, chacha entre les répondés, tout ça, parce que c'est le chanteur qui demande de commander les répondés, commander les tambouillés. Et quand tout ça, quand les répondés, il n'y a pas de spectateurs, puisque tous ceux qui entourent, qui répondent, il n'y a pas de spectateurs au sens occidental. Et il y a des énergies en fait. Il y a des énergies. Et tout ça se répond quand on vient danser dans la ronde, selon les paroles, parce que c'est l'improvisation, selon les paroles du chant, ça peut nous inspirer un pas. Selon un phrasé du maquet, ça peut nous inspirer une façon de faire peut-être un pas qui est standard, mais on peut le faire d'une autre façon. Et selon la façon de faire ce pas, le maquet aussi, ça peut lui inspirer un phrasé, et donc ça n'arrête pas. Et le regard de quelqu'un, l'enthousiasme de quelqu'un dans la ronde aussi, peut nous inspirer quelque chose, un cri, aïe 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 aïe, tout ça, ça peut, ça fait monter la sauce. Et donc donc voilà, donc le gros cas c'est différentes
différentes facettes, différentes occasions aussi. On a vu le coup de tambour, il y a les bordées, des excursions, il y a les soirées de veillée qui se font sans tambour, il y a les concerts, voilà, Boulaguel, Banjo Guitare, et il y a les concerts. Alors les concerts, c'est une autre façon, il y a les concerts dans la version traditionnelle, donc les concerts forcément c'est une autre déclinaison du goka, parce que les concerts c'est pas la ronde, c'est un côté frontal, donc c'est encore une autre adaptation par rapport à la tradition. Et après il y a la formule du goka évolutif ou du goka moderne, et donc voilà, donc il y a tout ça. Et donc moi dans la danse c'est pareil, parce que dans la danse il y a une façon traditionnelle de les roses d'évoluer dans la ronde. Et il y a une façon ballet. Donc les ballets c'est chorégraphié, c'est-à-dire que il y a c'est les tambours, le maquet commande les changements de pas selon une chorégraphie préétablie. Il n'y a pas de surprise. Il connaît déjà la chorégraphie, alors que dans la ronde de l'Iroise, il sait pas ce que va faire le danseur. Bon, des fois, il devine parce qu'il y a un répertoire de pas, mais il peut avoir des surprises. Voilà, donc il y a ça. Et aussi, bon, il y a une autre formule, c'est celle que je développe dans Agoubaka. Donc c'est une dimension actuelle, contemporaine de cette danse qui tient pas compte des codes. C'est-à-dire que bon, dans cette façon de danser, j'ai un autre rapport. Je m'inspire des fondamentaux du goka, comme le rapport au sol, le rapport à l'équilibre, en particulier le bigizi, et je les détourne dans d'autres énergies. C'est-à-dire dans une danse, je peux briser le côté symétrique de faire 4 temps à droite, 4 temps à gauche, mais faire de la symétrie. Je peux aussi, comment dirais-je, dans le même temps passer de la fluidité au saccadé, d'accélérer, de ralentir, ou bien une danse qui se danse d'une façon cadrée rythmiquement. Je peux l'étirer au niveau du temps. Donc c'est tout. Bon, c'est le côté créatif de créer une danse qui est plus personnelle, qui est plus dans un code qui est commun à toute une famille de goka, mais ça devient une danse très personnelle, enfin une démarche personnelle. Mais malgré tout, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous séparez bien les deux. Et c'est-à-dire qu'il y a le côté traditionnel où vous allez vraiment respecter la tradition et les codes de manière pure et dure, et de l'autre côté, Agoubaka, et tout ce que vous emmenez, tout ce que vous développez. Je sais qu'aujourd'hui encore vous développez encore cela. Manu, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais plus fort ton micro, s'il te plaît. Je voulais simplement poser la question de savoir s'il y avait des interactions avec des gens comme Lena Blue, qui effectuent aussi un énorme travail, et d'essayer de proposer peut-être une version avec un vocabulaire qui est beaucoup plus personnel, comme vous le décriviez, au reste du monde, pas ou même aux gens de l'intérieur de ce mouvement culturel. Alors, Lena Blue, c'est vraiment une pionnière dans ce que elle a appelé ça la technica. C'est une pionnière. C'est aussi une théoricienne de la danse contemporaine goka. Et là, il n'y a pas eu vraiment d'interaction, parce que moi, j'ai développé ma danse ici. Et bon, elle l'a fait avec beaucoup de bonheur en Guadeloupe. Et ça a été ma première prof de danse, mais pas dans ce qui s'appelait Technica, mais à l'époque, c'était les débuts de sa démarche, c'était Modern K. Et après, bon, moi, comme je suis arrivé ici en 90, donc j'ai travaillé ma version contemporaine du goka avec les moyens que j'avais avec ce que je suis, quoi.
Et justement, par rapport... tu voulais ajouter quelque chose, Manu? Oui. Vas-y. Je me posais la question de savoir, puisque aujourd'hui vous développez un vocabulaire personnel. Je voulais savoir comment vous étiez vu par, disons, l'arrière-garde de ce mouvement culturel, si on peut se permettre de faire un comparatif, par exemple, avec les débats qu'ont posé l'Académie du Cas, notamment sur l'instruction même de l'instrument et la manière de régenter aussi cette éducation. Est-ce que vous avez été amené à rencontrer peut-être des problèmes ou des objections Parce qu'on sait que c'est super strict. On sait aussi que pareil, quand il y a eu une femme tambouillée, les femmes tambouillées aussi par certains maîtres cas sont mal vues. Est-ce que vous, pareil, vous avez rencontré, comme disait Manu Ah bon, par rapport à... tu les as appelés l'arrière-garde. Oui, non, je veux dire les défenseurs de la tradition. On va dire la base, parce que bon, voilà, on sait que c'est très codifié aussi. On peut pas se permettre non plus de rentrer n'importe comment lors d'un Les Roses. Et on a vu, bon, il y a quelques documents... Bien en face du micro. Bon, il y a quelques documents qui traînent sur le net où on voit des gens un petit peu, des prises de bec sur, bon, un tel est plus ancien, donc on devrait respecter son tour, etc., notamment sur les chanteurs. Et donc, je me posais la question de savoir si ça existait. Non, il y a des codes, hein, il y a des codes. Quand on entre dans une ronde de Les Roses, on ne fait pas n'importe quoi. C'est vrai que quand on danse, déjà la ronde de Les Roses, c'est quelque chose d'organisé. C'est pas comme le coup de tambour qui est spontané. C'est pas comme le coup de tambour qui est spontané. Je peux organiser un coup de tambour sur mon trottoir et ça peut être de grandes factures, mais c'est un coup de tambour. Alors que le Les Roses, c'est organisé pour amener les gens jusqu'au petit matin normalement, et il y a les rythmes qui s'enchaînent selon l'énergie du groupe. Quelquefois on a la pêche, on va jouer des rythmes festifs comme le Toumblac. Quelquefois bon, là on commence à... la résistance commence à faire défaut, on va jouer un petit grage, un petit roulé, et comme ça, bon, on amène le public jusqu'au petit matin. Moi j'ai pas eu de problème parce que j'essaie de respecter les deux cadres. Il y a un moment, quand j'ai commencé à avoir ma démarche, des fois je mélangeais les deux. Et après, je me suis dit, non, Max, là, j'ai vraiment fait le travail pour distinguer les deux. Quand je suis dans une ronde de Les Roses, me dire que je suis dans une ronde de Les Roses. Mais la ronde, le Les Roses, comment je définis le Les Roses, c'est quand même un espace de créativité. Mais de créativité dans une couleur et dans des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a des standards de pas qui se font, mais qu'on peut revisiter et avec une couleur personnelle, avec des coordinations de bras et jambes différentes. Mais ça n'empêche que ça reste traditionnel. Mais la scène, c'est autre chose. La scène, c'est un espace de liberté. Et là, personne ne peut me dire ce que je dois faire sur une scène. Et quand c'est la scène, bon, voilà, ouais. C'est nos limites, quoi. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB, et que nous sommes en compagnie de Max Diacoque. Donc, on a la chance d'avoir Max Diacoque dans le building. On parle notamment du festival L'autre facette des îles pays. Donc un festival qui commence le 31 octobre. Donc il est du 31 octobre au 4 novembre. Et il est le concept, hein, c'est Destination Guadeloupe. Donc en gros, il y aura pas mal de thématiques qui vont rejoindre cette petite île de la Caraïbe. Il y a pas mal de choses comme un concert bien sûr de Tania Saint-Val. Il y a l'impossible procès qui va y avoir. Il y a aussi un rendez-vous à ne pas manquer. Donc par rapport aux 40 ans du cinéma antillais, le film bien sûr Coco la fleur. Donc à ne pas manquer. Nous on y sera.
c'est sûr, au Luxor. Ça va se passer au Luxor. Et ce sera en présence du réalisateur du film. Et je pense que c'est Christian Lara. Et je pense que c'est très, très, très important. Le film avait comme acteur principal Robert Lienseul. Donc, Robert Lienseul, qui est l'un de nos grands acteurs antillais, qui nous a quittés il y a quelques années. Il faut savoir que dans Kirikou, il faisait l'une des voix dans Kirikou, en fait, Robert Lienseul. Donc, un grand hommage à lui, n'est-ce pas? Et que Mas Diakok, qui est avec nous dans le building, c'est important, hein? Donc, j'habite 2 novembre. Le 2 novembre, on le répète bien, le 2 novembre, et on va encore donner un peu plus de détails tout à l'heure. J'habite une blessure sacrée. Ce que je voulais rajouter aussi, il y a un aspect qui est très important dans ce festival, c'est de donner la parole à des artistes qui sont présents depuis quand même un certain temps, qui font un travail depuis pas mal de décennies et qui n'ont pas forcément voix au chapitre dans certaines institutions françaises. Donc voilà, donc c'est un coup de gueule aussi pour dire que bon, qu'on fait un travail qui est quand même reconnu. Alors, par exemple, j'habite une blessure sacrée. Reconduit. Comment? C'est reconduit déjà. Oui, ça, c'est une création qui date, c'est récent, hein, ça date de janvier 2018, mais on a déjà quand même de beaux articles, des beaux retours. Ouais. Il y a notamment une référence comme critique de danse, Rosita Boisseau, qui a invité les gens à voir ce spectacle, qui recommande ce spectacle. Donc, j'ai pas tous les articles en tête, mais bon, on a eu vraiment de très beaux retours. Enfin, les années précédentes aussi, les pièces précédentes, il y a eu Avignon en 2016 avec de très beaux articles également. Donc, c'est pas récent, ça fait un moment que aussi bien Luc Saint-Éloi, Tania Saint-Val, tous ces artistes qu'on va rencontrer, qu'on va découvrir ou redécouvrir pour certains. Il y a Alain Castin aussi, qui est un chanteur de Gouka. Il y a Nathalie Genlis, il y a Yves Untel, qui est un poète, chanteur. Et donc, bien entendu, Luc Saint-Éloi, j'espère que je n'ai oublié personne. Mais de toute façon... Et bien sûr, Christian Lara, qui c'est le père du cinéma antillais. Plus de 80 ans, il va venir. Donc, on vous invite vraiment, vous allez voir le père du cinéma antillais. Ouais. On va en parler un petit peu plus juste après. On va juste se faire un petit plaisir avec Fandang. On va écouter la piste 2, si je ne m'abuse. Le titre s'appelle Nabatan. Écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street D. On se prend une petite vibe. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h. Je vous ai dit, c'est une petite vibe qu'on se prend. C'est juste pour vous donner un petit peu le goût et pour vous faire comprendre aussi qu'on a tellement d'artistes talentueux que quand on les écoute une minute, ça nous donne envie de prendre encore plus que le goût. Il faut donner le nom du compositeur. Voilà. Il s'appelle Gustave Labeka. Voilà. Super album. Dédicace à Gustave. Donc, il y a pas mal de choses à ajouter par rapport à ce festival.
parce que je pense que c'est important. Et il faut passer un vrai coup de gueule, quoi. Parce que vous avez le droit de passer un vrai coup de gueule, parce que il y a pas mal d'artistes qui sont mis de côté, et il faut le dire, ou qui sont pas assez mis en valeur. Et c'est vrai que on doit pas faire de jeunisme excessif. Nous, c'est une émission où on reçoit des personnes de tout âge. Autant il faut pas faire de sexisme, autant il faut pas faire de jeunisme. Et de la même manière qu'il y a des maîtres cas ou qu'il y a des personnes qui ont pavé les premières routes pour qu'on puisse marcher, autant, ça existe dans toutes les disciplines. Et je pense que c'est très important. Et justement, c'est pour ça aussi que l'art aussi n'a pas d'âge. L'erreur de Kenny de tout à l'heure, de dire l'âge, la date de naissance d'une personne, l'art n'a pas d'âge. Et c'est ce qui est beau, en fait, avec l'âge et avec l'art. C'est que, en fait, ça nous reste et on apprend et on grandit grâce à cela, quel que soit notre âge. Et je voudrais dire que le festival, le 31, va commencer par une grande dame, Tania Saval. Donc, musique et rencontre avec l'artiste, et ça s'appelle Ensemble. Et ça, je pense que c'est superbe et super important. On l'a dit précédemment, il y aura de la littérature le 1er novembre avec Guy Lafage, donc l'impossible procès, qui est notamment disponible aux éditions L'Harmattan. Et il y aura la littérature et rencontre bien sûr avec le dramaturge par rapport à Mémoire. Oui, c'est un point à souligner qui est particulièrement important, c'est que à l'issue de chaque représentation, il y a un échange avec l'artiste. C'est-à-dire que moi, je vais sortir de scène en sueur, je vais me sécher rapidement et venir échanger avec le public. Et ça, c'est vraiment important pour moi, parce que, bon, les gens ne se rendent pas forcément compte du travail artistique, c'est-à-dire le travail de recherche que ça demande. C'est pas, par exemple, faire une chorégraphie, c'est pas juste coller des pas. Bon, ça peut se faire si j'ai une télé à faire, une télé, 3 minutes, 4 minutes derrière un chanteur, je colle c'est des images, des flashs. Mais quand on construit une chorégraphie, c'est quelque chose qui nous habite depuis quelquefois 1 an, voire 2 ans avant. Et c'est souvent chaotique au début, puisqu'on a un thème, on se dit, waouh, qu'est-ce que je viens faire? Puisqu'au début, moi, je suis parti de mai 67, mais c'était tellement, et c'est là le recul que doit avoir l'artiste, mais c'était tellement présent en moi que j'avais du mal à trouver le recul artistique. Ça m'a pris quand même du temps pour trouver un traitement vraiment poétique, parce que je dis que je m'inspire de mai 67, mais il ne faut pas vous attendre à ce que je fasse une narration, que je sois dans le figuratif. C'est un traitement poétique qui renvoie à mai 67, mais qui peut renvoyer au 17 octobre 60 ou 61 17 octobre, ce que tu viens de citer. Oui, 60 ou 61, je ne sais plus. J'ai oublié la date. Par rapport à l'Algérie. Ouais. Donc ça peut renvoyer à tout ça, ça peut renvoyer à Thomas Sankara. D'autant plus qu'il y a une superbe création vidéo. Donc là, c'est vraiment la nouveauté dans mon travail, puisque j'ai toujours travaillé avec un plateau nu. Bon, sauf la lumière qui habille. Mais là, j'ai voulu faire qu'il y ait un travail avec la vidéo. Et donc là, il y a un superbe travail de création vidéo qui renforce ce propos. Donc je disais, donc c'est important cet échange avec le public pour que... en particulier pour le public antillais. Pourquoi? Parce que le public antillais ne fait pas souvent la distinction entre le traditionnel et le travail de création. C'est-à-dire que beaucoup pensent que ceux qui vont aller voir, c'est un peu ceux qui voient quand je danse sur un des roses. Donc, c'est pour leur montrer qu'il faut faire la part des choses, que c'est 2 univers différents. Même si à travers ma danse, ils vont se dire « Ah tiens, là j'ai vu un déboulé qui ressemble à tel déboulé du Les Roses. » Ils vont voir quelque chose qui commence comme pas de Les Roses, mais en même temps qui va ailleurs, qui va au sol, qui
qu'il y a d'autres chemins. Un peu de délirants. classique, un peu de contemporain. Classique, non, je suis pas très classique. Contemporain seulement. Mais après, par rapport à tout ça, moi, je trouve ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut dire aux gens qu'il faut tout simplement venir. Parce que aussi, c'est ce type d'événement, faut bien savoir que quelque part, chaque fois qu'on fait tous ces types d'événements et ce type de festival, on est regardé et qu'il faut soutenir les artistes. C'est-à-dire que aussi, c'est faire montrer force, quoi. C'est montrer que on est que quand il y a ce type de festival qui est ce type de rendez-vous qui est proposé, que le public est réellement au rendez-vous. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important parce que, ça, comme disait Christian Lara, parce qu'il il a présenté, il avait l'avant-première de son dernier film, je ne me rappelle plus le nom du film, mais c'est un film qui parle d'une Afrique qui n'est pas celle qu'on connaît, une Afrique mythique et une Afrique digne. Et donc il disait, malheureusement, il y a des festivals du cinéma antillais et dans la salle, il n'y a pas forcément une majorité d'antillais. Donc on aimerait quand même si ça me fait plaisir que dans la salle, il y ait des Italiens, des Bretons, des Hongrois, des Roumains qui un peu... Mais j'aimerais aussi qu'il y ait des Antillais. Ça serait super. Et donc, aussi... Parce que quelque part, il y a aussi ce travail de transmission par l'art. Donc c'est important qu'il y ait des Antillais qui portent que aussi... de compréhension. Ça, c'est quelque chose... c'est un univers qui les touche directement et bon... et qu'il y a des... Non, enfin, on parle pas seulement au passé aussi, il y a beaucoup d'interrogations par rapport au futur des Antilles, au futur de la Guadeloupe. Carrément. Il y a des interrogations. Donc, et par rapport au présent. Oui, voilà. Bon, alors, au futur par rapport aux problèmes environnementaux, mais déjà au présent par rapport à tout ce qui concerne le chlordécone, les sargasses, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'hôpital. Donc il y a une réelle interrogation à affermir sur notre pays, quoi. Donc il faut plus que jamais être, comme on dit en créole, il faut nous être véatifs. C'est ça. C'est le moment ou jamais, et c'est le moment d'être vraiment dans cette verticalité sans béquille, pour reprendre les termes de Guy Tyrolien. Vous l'avez dit, il y a cette représentation que vous allez faire le 2 novembre, où on invite tout le monde, bien sûr. Il y a aussi ce côté très important dans le Léros, c'est la théâtralité, l'imaginaire. Et par rapport à cette théâtralité, cet imaginaire, vous l'avez dit précédemment, vous avez parlé de la notion de bigidi, le déséquilibre, qui est très importante pour vous. Et cette notion de déséquilibre, moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce que c'est aussi un jeu par moment entre le danseur et le marqueur. Et justement, donc les hésitations. Et justement, je lisais justement un texte de vous où vous disiez: un exemple significatif est celui de la danse Léros qui fait un usage important du bigidi, des équilibres, et se danse avec un bâton. Le danseur ponctue certains cycles de la danse en faisant mine de frapper le tambour soliste. Il s'agit d'une danse chargée intérieurement qui aménage des temps de silence avec des yeux qui parlent. On peut y voir tout l'art du détour de nos ancêtres esclaves, un exutoire face à cette oppression du maître, une transmutation des faiblesses de la fragilité du corps en une esthétique nouvelle. Ainsi, le contenu de cette transmission revêt des éléments à la fois techniques, culturels et psychologiques. Moi, je pense que c'est hyper important. On peut aller très loin, même quand on pense à tout ce qu'amène le bigidi et cet échange. Eh ben, le bigidi, pour moi, c'est un peu comme les certaines postures des arts martiaux. On voit la jinga dans la capoeira, et on dit qu'il y a des jingas qui sont un peu tremblotantes comme bigidi, et dans les arts, parce que bon, moi je suis un féru d'arts martiaux,
orientaux. Bon, j'ai pratiqué le judo, mais j'ai beaucoup regardé des films de kung-fu. J'ai beaucoup regardé Jackie Chan. Non, mais c'est la génération des années qui a vécu les années 70, là. Et sans prétendre avoir cette gestuelle de kung-fu, mais le Tao de l'homme ivre m'a inspiré aussi. Le Tao de l'homme ivre, parce que le Tao de l'homme ivre, on appelle ça la boxe de l'homme ivre. Il paraît que ça aurait existé réellement. C'est une technique qui consiste à un peu perdre l'adversaire dans les appuis qu'on a. Parce que quand on a les appuis sûrs, on a la jambe droite derrière, l'adversaire... Sa perception. Sa perception est comment dirais-je, il s'attend à un certain nombre d'attaques. Bien sûr, parce que il peut m'attaquer avec la jambe droite derrière il peut m'attaquer avec la jambe avant aussi, mais là, il y a certaines choses qu'il peut pas faire avec cette jambe. Il peut même attaquer avec le poing droit. Mais là, quand la pose de la jambe est incertaine, et que le buste, à chaque fois, on ne sait jamais si l'attaque va venir des bras ou si elle va venir des jambes. Et d'autant plus que le Tao de l'homme ivre est souvent accompagné d'acrobatie. Donc, il tombe, il se relève et il frappe. Donc, je me suis inspiré de ça j'habite une blessure sacrée, mais sur un mode plus léose. Parce que dans le léose, il y a déjà cette posture martiale qui consiste à pointer le bâton. C'est pas un art martial, vraiment, mais il y a une posture un peu martiale. Enfin, dans le léose, à l'ancienne, parce que maintenant, il y en a peu qui le dansent avec bâton. Mais moi, j'ai eu ça des anciens. Alors, il y a un que j'ai pas connu, dont on parle souvent, c'est Lolo Canfrein. Il y a Lolo Canfrein c'est pas Alain Canfrein, mais Lolo Canfrein qui dansait avec le bâton. Il y a un que j'ai eu l'occasion de voir et qui s'appelle Titi Delos, qui dansait avec le bâton. Et il y avait une façon... C'est pourquoi l'art du Bigidi, ça peut s'utiliser dans d'autres rythmes, mais c'est surtout... Là, c'est le lieu du léwaz. Le léwaz, c'est le lieu du Bigidi par excellence. Et là, avec le bâton, la menace du bâton, ben, on frappe pas, mais il y a la menace du bâton. C'est cette posture martiale qui m'a beaucoup parlé. Donc, pourquoi dans ce texte, j'ai parlé des aspects psychologiques aussi, puisque ça conduit à une force intérieure. Et le léwaz, quand on voyait des maîtres danseurs entrer dans le léwaz, on se disait, oh là là, je ne suis pas encore prêt pour entrer dans la ronde avec ce rythme léwaz. Quand je dis léwaz, c'est le rythme léwaz. Et c'est pourquoi moi, c'est la dernière danse que j'ai dansée, parce que c'était la plus énigmatique pour moi. Et c'est celle qui suscitait le plus de respect de la ronde. Autant dans le tumbla que les gens, n'importe qui allait danser, on accompagnait. On disait, allez, vas-y. Mais dans le léwaz, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et donc, il y a un côté mystique dans ce léwaz. Il y a une force dedans. Et c'est cette force, donc, ça mène à une estime de soi. Parce que quand on voit tous ces paysans qui étaient au bas de l'échelle, comment à travers ça, la force du regard, la force de la présence, ils réussissent à créer cette beauté. On se dit, ah non, il faut que j'aille là aussi pour trouver cette force et pour te sentir beau, parce qu'on t'a tellement dit, bon, Gouka, c'est bité à vinaigre, et tu te rends compte que finalement, mais là, on est beau quand on est vrai comme ça. Mais même ce défi qui est entre le marqueur et le danseur, il y a aussi un petit peu de ça. Et justement, on parlait parce que le gros cas aussi, il y a eu une forme de déni au niveau du gros cas. Oui. Et justement, le déni des années 60-70... plutôt 60, enfin, c'est avant les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a totalement disparu, que tout le monde épouse à l'heure où le gros cas au niveau... Parce que beaucoup de personnes comme vous, bien sûr, ont travaillé
afin de rendre le gros cas accessible. Donc on trouve le gros cas est maintenant sur la place, mais vraiment quel a été l'électrochoc qui a fait passer le gros cas, cette musique de Vienneg, à une musique respectée faisant partie de nos racines guadeloupéennes et du patrimoine immatériel de l'UNESCO? Alors il y a un grand travail qui a été fait par les militants indépendantistes dans les années 70. Même si avant il y a le Parti communiste qui a fait pas mal d'actions pour les concours de Gouka pour rendre le Gouka présent sur certaines places. Mais le côté populaire, c'est-à-dire le côté... Bon, là, le Parti communiste, c'était plus à travers la scène. Les fêtes communales, les galas et tout ça. Mais le côté populaire, c'est-à-dire l'électrochoc avec le monde paysan, parce que là, c'est vraiment dans ces années 70 qu'on est allé à la rencontre, puisqu'ils organisaient des rencontres, des coups de main, on allait couper la canne avec les paysans. Donc du coup, on entendait la richesse du créole, on entendait la poésie du créole, des expressions, des proverbes, et enfin, les jeunes à l'époque de ma génération, on s'abreuvait de toute cette richesse. Et c'est là que j'ai vu les premières danses vraiment léoises. Parce que moi, quand il s'agissait de podium et tout, c'était des danses plus folkloriques que j'appréciais aussi, mais qui n'avaient pas la même force que quand j'ai découvert cette théâtralité, les silences. Où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, mais on dirait qu'il va le frapper, il est en colère ou quoi dans le léose. Et en même temps quand c'est la joie, les bassins qui tournent, les gens qui rigolent, voilà, toutes les émotions, voilà, l'émotion et l'énergie et les différentes émotions, c'est pas émotion à sens unique, toujours la fête, mais on se rend compte que là il y a de la place pour... je m'en suis rendu compte après. C'est après que j'ai analysé, puisque sur le coup, on reçoit tout ça. On reçoit tout, on comprend rien. Parce qu'au départ, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On comprend juste que, on est chouboulé. On est chouboulé et que, c'est beau, quoi. C'est beau, mais on ne comprend pas trop. C'est petit à petit qu'on décide de faire le chemin... pour comprendre un peu plus, pour interroger, pour savoir mais c'est quoi ça, c'est quoi. Et petit à petit, on arrive à comprendre, puisque les anciens aussi ne disaient pas tout de suite. Ils parlaient en parabole, ils disaient le contraire, pour savoir si vraiment tu es intéressé. Et si tu es intéressé, là, les langues commencent à se délier, mais jamais trop à la fois. Donc ça, c'était pas évident, quoi, au début de tout comprendre. Et voilà, donc c'est ce travail qui a été réalisé dans les campagnes et à partir des campagnes, le travail de faire les jeunes de la ville entrer en relation avec les paysans pour défendre, pour découvrir et défendre cette culture. C'est là aussi que des associations se sont créées. On appelait ça à l'époque les associations de type nouveau. C'est-à-dire que leur objectif, c'était plus de faire des soirées à Craboudin, fêtes, balles, mais c'était de faire des veillées culturelles et des léos. Et là, dans les années fin 70, là, on a vu les léos qui ont commencé à essaimer, à sortir des campagnes Sainte-Rose, Lamentin, Bouillante, Baïf, tout ça, mais on a commencé à avoir des léos qui s'organisaient un peu partout. Et donc, le Gouka a commencé à acquérir ces lettres de noblesse. Et maintenant, il y a eu l'Académie du Cas, il y a plein d'institutions qui ont... Il y a plein de... Maintenant, on peut vraiment dire qu'il est même carrément réhabilité. Réhabilité, le travail universitaire, le travail qu'a fait Lina Blue, le travail
il y a plein de choses qui ont été faites. Donc maintenant, s'il y a des gens qui dénigrent, c'est vraiment une minorité. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. Nous, on apprend plein de choses avec Max Diacoc et dans le studio, on l'écoute religieusement. Mais il faut savoir que le temps passe et que cet entretien se termine tout simplement. Mais c'est un vrai bonheur et qu'on a partagé avec Max Diacoc. Et pour nous aussi, c'était important. Je vais vous rappeler juste quelques dates qu'il ne faut pas manquer. Donc, lors de ce festival, bien sûr. Donc, festival L'autre facette des îles pays. Le 31 octobre à 20h avec Tania Saval. Le 1er novembre à 20h avec Guy Lafage. Donc, ce sera de la lecture autour du livre L'impossible procès. Et bien sûr, le 2 novembre à 20h avec Max Diacoc. J'habite une blessure sacrée. Et la compagnie Boukoussou. Donc, danse, bien sûr, et rencontre, comme Max Diacoc vous l'a dit. Ensuite, avec le public. Donc, la thématique est l'enracinement. Le théâtre, le 3 novembre avec Luc Saint-Éloi. Celles et ceux qui ont dit non à l'ombre. Donc, compagnie du théâtre de l'ère nouveau. Donc, bien sûr, vous aurez la possibilité de parler avec les artistes et bien sûr le metteur en scène. Il y aura ce rendez-vous qu'il ne faut aussi absolument pas manquer le 4 novembre. Donc à 11h, Palais du Cinéma, le Luxor, avec Christian Lara. On va se regarder ce film, le premier film antillais qui est arrivé en 1978, Coco Lafleur, candidat. Donc on aura la chance de rencontrer et de parler avec Christian Lara. Et je pense que c'est aussi très très important. Il faut savoir que ces festivals, il est aussi fait pour valoriser dans le 18e la place de la Guadeloupe et la place de la Martinique. Donc ça aussi c'est important. Il y aura aussi Luc Saint-Éloi m'a chargé de vous dire qu'il y aura une très très belle surprise réservée aux personnes qui vont venir au Luxor le dimanche à 11h. Donc si vous voulez voir une très belle surprise, je vous conseille de ne pas manquer ça. Les prix sont hyper accessibles, ne serait-ce que le Luxor c'est 6,50, enfin c'est même pas le prix d'un grec. Tous les prix du festival sont hyper accessibles. C'est vraiment fait pour en gros que la population, que tout le monde puisse aller soutenir les artistes, prendre une page, prendre un petit morceau. C'est comme si vous preniez un morceau d'histoire avec vous quand vous participez à ce festival et un bout de connaissance. Donc je pense aussi que c'est important. Il y a d'autres rendez-vous au hall de l'auberge de jeunesse et à la rue de la Guadeloupe. Il y a, vous pourrez retrouver les éditions Negmaron avec Didier Manette. Il y aura aussi de l'artisanat avec le marché artisanal, Créoline, Fantaisie, Créolil Bretz. Il y aura Manger Pays, restaurateur. Il y aura bien sûr le tourisme avec les îles de Guadeloupe. Donc bien sûr rencontres et découvertes. Donc un festival où il y a beaucoup de rendez-vous, où il y aura beaucoup de choses à découvrir. On part avec du savoir, on part avec des sourires et on part avec beaucoup de culture. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Oui, puis en plus le Luxor c'est une salle mythique, donc reconnectez-vous avec vous-même. Reconnectez-vous avec vous-même et c'est pas emporter simplement un morceau d'histoire, c'est que vous vous reconnectez avec votre propre histoire, tout simplement. Voilà, et surtout qu'on rencontre aussi beaucoup d'Antillais des fois qui ne connaissent pas leur histoire. L'histoire, elle n'est pas malheureusement facile à trouver, dans l'école, dans les manuels scolaires, n'est-ce pas? Donc là, vous avez la possibilité d'en apprendre plus sur vous. Donc je pense qu'il faut en profiter. Et il y a aussi d'autres moyens, comme on le fait constamment dans l'émission. Et le tout dernier mot va être pour Max Diacoc. Oui, alors ça sera vraiment un concentré d'émotions et d'histoire aussi. D'autant plus que autour de la pièce de Luc, il y aura Serge Glaude, qui est un des inculpés du fameux procès de 68, puisqu'il y a eu mai 67, mais il y a eu les procès pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Ça existait à l'époque. Ça existait à l'époque. Donc, il y aura Serge Glaude qui va également témoigner. Donc, vraiment, c'est vraiment un concentré d'histoire et d'émotion.
Donc voilà, donc si vous ratez ça, bon, vous avez toujours l'occasion de vous rattraper à Avignon, puisque J'habite une blessure sacrée sera présent à Avignon pendant 1 mois, enfin 3 semaines exactement, au théâtre de Golovine, et en Guadeloupe, certainement fin janvier 2019. Voilà. Merci beaucoup, Max Diacoque. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs le 2 novembre, enfin à partir du 31 octobre déjà, et pour ce qui me concerne, le 2 novembre. Le 2 novembre. Donc Max Diacoque vous attend pour sa sublime pièce à ne pas manquer. Encore une fois, c'est important. Venez, comme dit l'expression, nourrit-il l'esprit, hein. C'est ça. C'est nourriture à l'esprit. Nourriture à l'esprit. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On va se passer un petit morceau que nous a apporté Max Diacoque, donc encore un Fondong de Gustave Labeka. Donc l'album s'appelle Fondong Nabatan de Gustave Labeka. Manu, c'est à toi. Balance la sauce. Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et là, c'est mon petit moment pub. N'hésitez pas, vous allez sur iTunes, vous allez sur Deezer, vous allez sur Spotify et vous vous abonnez au podcast de Street Diamond. Vous pouvez aller sur Facebook, vous mettez j'aime, vous votez, vous mettez des étoiles, 5 étoiles parce qu'on est parfait, c'est comme ça que ça se passe. Vous balancez du love tout simplement, vous montrez que vous êtes vivant. Vous pouvez aller sur YouTube, on a balancé pas mal de podcasts ces temps-ci, donc voilà, la rubrique Actu va être très très courte parce que je sais que vous l'attendez, hein, cette rubrique qu'on adore tous, hein, S'Express Yourself. Mais avant ça, la rubrique Actu, je voulais parler de quelque chose qui nous touche particulièrement. Il y a pas mal de choses qui nous ont touchés, mais il y a quand même quelque chose de mythique qui se prépare. C'est la fermeture d'une partie du studio de Henri Depps. Donc ça c'est quand même quelque chose. On parlait de Tania Saval précédemment. Combien de groupes, combien de personnes mythiques sont passées dans ce studio bien sûr de Henri Depps. Il y a des instruments que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le zouk et tout, les zouk machines, Francky Vincent, les Aiglons sont passés chez Henri Depps, tant de personnes au 27 rue Frébeau. Et malheureusement, d'ici à la fin de l'année, ça va être remplacé par un studio un peu plus moderne, un peu moins coûteux. Donc du coup, une partie de l'ancien matériel va être revendue, comme le Yamaha C7, donc qui a un piano de très grande qualité, mais difficilement réparable en Guadeloupe.
il y a aussi d'autres types de matériel qui attirent et qui attire justement un propriétaire américain qui lui est carrément super intéressé, donc il va venir acheter ces instruments. Ça nous fait un petit peu mal de voir ces instruments qui ont participé à l'âme de la musique guadeloupéenne quitter le sol. Et Rico Depps, le fils d'Henri Depps, justifie cela par les difficultés financières que connaît actuellement que connaît le label Henri Depps Death Music. Et il dit notamment que lors de l'entretien qu'il a eu avec Stéphanie Serac que l'argent, la majorité de l'argent qui arrive à financer la partie musique ne vient même pas de la partie musique. Donc c'est une véritable crise, on est dans d'autres temps et on envoie une big force à Rico Depps. Je sais qu'il lâche pas l'affaire et on le booste tout simplement. Il y a pas mal de choses qu'on voulait partager avec vous par rapport aux actus, mais ça va pas être tout. Il y a une autre chose que je voudrais signifier aussi, c'est par rapport à la famille Traoré. Donc comme vous le savez, nous on suit tout ce qui se passe par rapport à la famille Traoré, par rapport au crime, par rapport au fait que Adama Traoré a perdu la vie dans une gendarmerie à Persan. On a appris que 2 jours après la manifestation justement qui s'est passée à Gare du Nord, où il y a eu énormément de personnes, Yacouba Traoré, l'un des petits frères de Adama Traoré, qui n'a jamais connu la prison, a été condamné à 3 ans de prison. Donc il faut bien savoir que ce jeune n'a jamais connu la prison avant que son grand frère ne soit mort dans une gendarmerie française. Et que aujourd'hui, ce jeune est condamné à 3 ans de prison ferme. Et il est accusé avec d'autres jeunes du quartier d'avoir brûlé un bus à Beaumont-sur-Oise. Je tiens à dire encore une fois que ce jeune n'avait jamais connu la prison. Et que aujourd'hui, la compagnie de bus Keolis lui réclame 276 000 € à payer. Parce que faut savoir que dans toutes ces batailles qu'affronte la famille Traoré, que rencontre la famille Traoré, il y a une véritable bataille financière. Et que lorsque vous achetez le livre qu'a écrit Assa Traoré, ou lorsque vous achetez les t-shirts, c'est pas juste un livre que vous achetez, c'est pas juste des t-shirts, vous aidez vraiment la famille dans leur combat judiciaire par rapport à cette affaire qui nous touche particulièrement. On le dit beaucoup à l'antenne, et on se dit que là, ça fait un moment maintenant que cette affaire a commencé, et ça commence vraiment à traîner, et c'est incroyable. Tous les frères, il y a au moins 3 frères d'Adama Traoré qui sont partis en prison. Au moins 3 frères d'Adama Traoré sont partis en prison. Donc c'est assez incroyable. Tu voulais ajouter quelque chose, Manu ? Oui, on rappelle qu'ils ont déjà payé leurs dettes. Pour ceux qui sont partis en prison ont déjà payé leurs dettes. Donc c'est pas la peine de traîner. Quand un politique détourne des fonds publics, on lui met du sursis. Là, lorsque quelqu'un paye sa dette et s'acquitte de cette dette, on continue à le laisser en prison pour faire pression sur la sœur, la mère, etc., sur l'ensemble de la famille. En gros, la justice se fait un jeu des 7 familles avec la famille Traoré. Ça commence à devenir insupportable parce que ça concerne beaucoup de gens en France qui connaissent ça, et encore, il y a plein de gens qui ne portent pas plainte. Il y a plein de gens qui abandonnent le combat avant. Et aujourd'hui, il y a une femme qui a décidé de s'élever contre tout ça et de demander réparation, enfin justice pour la simple vérité, pour connaître simplement la vérité, et de faire en sorte que les familles victimes de ce drame commencent aussi à élever la voix et à demander des comptes. C'est encore une fois une affaire qui nous touche. Il faut savoir qu'à un moment donné, un des frères Traoré avait eu une plainte qui a été instruite
Donc, parce que certaines plaintes peuvent ne pas être instruites. Il y a une plainte qui a été instruite. Il y a eu un procès parce qu'il avait mis des coups de pied dans la porte de la gendarmerie le jour où son frère est mort. Il faut savoir que le jour où son frère est mort, quand la mère d'Adama Traoré est partie à la gendarmerie de Persan pour demander où est son fils, qu'est-ce qu'on a fait à son fils, est-ce que son fils est mort, etc. On lui a dit que son fils était vivant. Et que ce frère qui venait chercher son frère, il a mis des coups de pied dans la porte de la gendarmerie selon les propos des gendarmes. Il y a une plainte finalement et une instruction. Donc il y a eu un procès et c'est tombé à l'eau. Mais qui dit instruction dit encore une fois argent parce que avocat. Donc on se retrouve encore en train de marcher sur la tête. Et année après année, on parlait de mai 67, et on parlait de toutes ces dates, et ben on se rend compte qu'on marche encore sur la tête. Donc voilà. Donc c'était le fait, les deux faits dont je voulais parler particulièrement dans ma rubrique actu. Et je voulais envoyer une dédicace à Madagascar parce que c'est la première fois que Madagascar est qualifié pour la CAN 2019. Donc voilà, ils ont gagné face à la Guinée équatoriale 1-0. Et comme j'ai presque un peu de sang malgache en moi, promotion. Donc voilà, c'est l'auto-promo et un big up à tout Madagascar. Et je pense que ça va être la fête au pays par rapport à ça. Je rappelle que suite à ça, on va s'écouter, on va plutôt participer, n'est-ce pas, à cette rubrique, Oui, tout à fait. S'express yourself, n'est-ce pas? Donc en attendant, on s'écoute un petit morceau. Ça va pas être un coup de cœur pour le coup, mais c'est un morceau qu'on apprécie beaucoup. C'est un morceau qu'on n'a pas passé depuis longtemps. Et il s'appelle Femme qui m'éclaire. Vous êtes bien sur Street D. Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. En tout cas, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses intéressantes, n'est-ce pas? Donc on était avec Kimi Claire, n'est-ce pas? Mais il y a Mademoiselle ici qui me manque. J'ai besoin de Mademoiselle ici parce que j'ai besoin de mon cœur. Voilà. Parce que, attends, il y a le jingle de ce... Normalement, c'était Mighty, mais Mighty, elle est pas là. Donc, Manu, tu vas appeler Mademoiselle ici pour qu'elle fasse... Ouais. Ah, voilà. Tiens. Voilà, j'ai besoin d'un cœur. Tiens, tu veux plus t'asseoir là? D'habitude, c'est là, mais... J'avoue, on a un peu fait n'importe quoi. Moi, j'ai pris donc, ici. T'es prête pour le cœur? Mia feel ready? You are feel ready? Il faut chanter? Oui. C'est le jingle de S'Express Yourself. Il existe déjà? Ben, c'est écrit en chantant. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you, baby. Okay. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things, not the bad things. Baby. Allez, let's talk about sex. Bref, c'est mon jingle. Arrête de faire les yeux plissés, Manu, mais t'es fou, quoi. Là, je rigole, je t'en Manu va faire les photos tranquillement de Monsieur Max Diacoc. Et nous, en attendant, on va se mettre en mode, on se met du moins en mode s'express yourself. Oui. Et on l'a dit, la thématique de cette émission, n'est-ce pas?
et tout simplement la masturbation. Oui, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Oui, aujourd'hui, on va parler de masturbation et en fait, j'avais très envie de parler de ce sujet parce que je crois que c'est souvent l'une des premières pratiques, voilà, qu'on a dès son plus jeune âge et qu'on garde tout au long de sa vie. Et au-delà de ça, c'est surtout une pratique qui est souvent, faut le dire, réprimandée, décriée, critiquée, tabouisée. Méprisé, sous-estimé, etc. Alors que la masturbation a des bienfaits incroyables pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Donc voilà le thème de ce soir. Et alors le but évidemment, c'est pas de vous convertir forcément à la masturbation, c'est pas le but du tout, vous êtes libre évidemment de faire ce que vous voulez, mais l'idée vraiment c'est peut-être juste d'aborder le sujet pépèrement et de voir dans quelle mesure voilà ça peut aussi peut-être vous apporter et vous faire réfléchir sur cette pratique qui encore une fois est là pour vous faire du bien. Voilà. Une pratique taboue, une pratique où on se cache, une pratique aussi où on apprend à se découvrir mine de rien. Ouais, c'est pas vrai. Non, si c'est vrai. Si, on se découvre énormément. Je crois que peut-être avant de commencer, déjà peut-être de définir un peu ce que c'est la masturbation, parce que je suis pas sûr que si le terme en soi paraît assez simple, ce qu'il faut savoir c'est que dans son étymologie, voilà, pour faire un petit peu genre, dans son étymologie, se masturber en fait c'est l'art de se souiller avec la main. Voilà. Donc pour vous dire à quel point... Souiller ? Ouais, l'art de se souiller avec la main. Oups. Ah oui, c'est un mot qui est pétri de culpabilité et de... Non mais c'est vrai. Ça, pour pétrir. Voilà. Il fallait la faire. Ce soir, je vais me souiller un peu. Oui. Non, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point, en fait, c'est un terme qui s'est construit de façon très étrange. Et puis, c'est surtout que autour du 18e siècle et du 19e siècle, en fait, il y a eu tout un courant, évidemment, dans les religions, mais aussi via l'émergence de sciences un peu psychiatriques et autres joyeusetés, où il y a complètement eu des discours hallucinants sur la masturbation, comme quoi la masturbation rendait hystérique, donnait la mort, voilà, etc. Et c'est effectivement avec la sexologie et puis plus tard un peu dans les années 60 effectivement qu'on va arrêter de penser la sexualité finalement comme seule finalité la reproduction, et que en fait on va penser la sexualité un peu comme source de plaisir aussi et de jouissance et dans quelque chose de plus individualiste ou voilà, et la masturbation du coup petit à petit la définition a évolué, mais socialement, ça reste encore, et pour certaines catégories de la population, je pense notamment à la masturbation féminine, tout simplement, qui est très peu représentée, qui est encore sous-estimée. Et puis c'est surtout que c'est une pratique sexuelle qui finalement, en fait, dans les innombrables activités sexuelles que l'on peut avoir, la masturbation, c'est celle un peu qu'on boude, ou au contraire qu'on place un peu en dessous des autres, parce que en fait, on se dit que voilà, après tout, comme je le fais pour moi, est-ce que forcément ça a du sens? Est-ce que ça remplace une fellation, une sodomie? Alors qu'en fait, le but c'est pas de faire des concurrences entre les pratiques. Les pratiques. Surtout pas. Ne pensez pas que se masturber c'est problématique ou au contraire c'est à dévaluer. Non, la masturbation c'est l'art de se faire du bien. Oui. Et de la même manière, dans l'art de faire du bien, il y a toujours aussi, cette notion d'excès aussi où on doit faire attention. C'est-à-dire qu'il y a aussi ceux qui vont se masturber, mais de manière assez frénétique et assez très souvent. Oui. Très souvent, voilà, pour être chacun précis. Chacun ses besoins, j'ai envie de dire. Mais à un moment donné et tout, c'est pas pour ni des jugements, chacun a sa manière de vivre, bien sûr. Complètement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que comme tu l'as bien dit, il y a effectivement des personnes qui vont se masturber de façon compulsive, mais quand tu arrives à un stade où tu es amené à te masturber de cette manière-là, c'est-à-dire à une forte fréquence, ça veut dire aussi peut-être qu'il y a un souci, voilà, mais il y a juste quelque chose à résoudre
qui est pas forcément d'ordre physique, mais peut-être qui est peut-être au niveau mental. Enfin voilà, c'est comment aussi le rapport que tu as avec cette pratique. Il n'y a pas de souci, il suffit d'aller voir un spécialiste, d'avoir un sexologue, ou peut-être si tu as de la chance d'avoir un médecin avec qui parler de sexualité, et ben peut-être d'en parler à ton médecin. Mais voilà, il y a des pros effectivement que tu peux aller voir. Mais de façon générale, c'est vrai que voilà, c'est une pratique. Chacun a sa fréquence, mais encore une fois, le but, c'est qu'elle te fasse du bien et que que ça ne te pousse pas non plus, à te mettre aussi dans une situation inconfortable où là, ça devient une source de stress, où ça devient finalement comme ça quelque chose que tu te fais de façon compulsive pour combler peut-être des fois aussi des manques ailleurs, tout ça. Donc s'il y a vraiment quelque chose un peu de compliqué autour de cette pratique-là et que tu l'investis plus parce que c'est un moment de détente et de bien-être, etc. Là, effectivement, il faudra peut-être envisager d'en parler avec quelqu'un et avec un professionnel, si possible. Dans la masturbation, il y a aussi cette notion de non-masturbation, c'est-à-dire la personne qui ne va pas se masturber parce que tout simplement pour elle c'est mal par rapport au dictat ancien, ou même cette personne en fait qui ne se connaît pas du tout ou qui pour elle part du principe que cette zone, elle est réservée au concubin ou à la concubine et que le plaisir ne passe que par ce biais. Oui, j'allais dire que quand même la masturbation, c'est pas seulement seul, on peut la faire accompagnée. Donc Complètement. Après, il y a plusieurs choses. Ce qui est cool avec la masturbation, comme tu le disais tout à l'heure, Max, c'est que il y a déjà la possibilité de se réapproprier son corps. C'est apprendre à se connaître. C'est effectivement, utiliser ses doigts, utiliser des jouets, des objets, et d'aller, stimuler un peu nos parties génitales, pour parler de façon très biologique. Mais donc c'est effectivement aller explorer ton intimité. Et après, maintenant, on a chacun et chacune notre présentation de cette zone de notre corps, et ce qu'il faut se dire, c'est que la masturbation ne se limite pas justement à la stimulation du clitoris ou même de la prostate d'ailleurs. Il y a plein de zones en fait dans ton corps que tu peux explorer, que ce soit les seins, que ce soit même te caresser. Il y a plein de manières effectivement de te masturber en fait, et que c'est vraiment un temps pour toi où tu vas se faire l'amour, j'allais dire, c'est tu fais l'amour avec toi-même en fait, et que c'est un temps qui est aussi précieux. C'est des moments réconfortants, c'est des moments où tu vas être un peu déconnecté et tu vas te consacrer du temps pour toi. Et je crois que la masturbation, faut vraiment pas hésiter à l'inclure comme ces activités un peu coucounantes qu'on s'accorde à soi-même. Alors pour se faire plaisir, on fait plein de choses, on mange, on va courir, on va se mater des séries, faire plein de trucs. Et tu peux aussi inclure cette pratique comme une de tes activités qui te font kiffer. Et, carrément. Mais de la même manière, parce que par rapport à la manière d'appréhender la masturbation, on peut avoir cette manière de l'appréhender en se caressant, etc. On peut adjoindre à ça des huiles, par exemple. Parce que comme tu dis, c'est un moment aussi où on prend soin de soi. Donc de la même manière, mademoiselle ici parlait de se faire l'amour. On peut s'organiser comme si on se faisait réellement l'amour. On peut se mettre des lumières, on peut prendre son temps, on peut prendre des huiles et voilà. Ah mais complètement, c'est se mettre des bougies et en fait il y a plein de manières de stimuler aussi l'excitation aussi, ça peut être des odeurs, ça peut être s'écouter du son, et franchement moi je le recommande à tout le monde, mais faites-vous des playlists Express Yourself. C'est clair, on va la sortir sur Deezer et sur Spotify, on va faire une playlist de l'équipe Express Yourself. Cindy aime bien. Non, mais Cindy, t'as ta playlist Express Yourself? Toujours avoir une playlist Express Yourself chez vous, et franchement, moi je mixe en direct. C'est vrai. Genre, avec les platines, tu vois.
Mais tout ça pour dire qu'effectivement, enfin voilà, il faut se donner un cadre aussi. Enfin voilà, c'est un temps pour soi. Après, je crois qu'il y a aussi un principe de réalité, c'est que quand on parle de masturbation, il y a aussi une question, voilà, de disponibilité. Donc il faut avoir le temps de le faire. Et dans nos vies de stressés et de pressés, parisiens, en Île-de-France, tout ça, on est débordés, on a des emplois du temps de ouf, on a des vies de famille à gérer, etc. Donc c'est vrai. Ou même, tu sais, le plus jeune, on se crête dans sa chambre ou autre. Ouais. Il aussi, il n'a pas le temps, temps qu'on vienne frapper à sa porte pour lui dire qu'il doit faire la vaisselle ou je sais pas quoi, tu vois. Exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que la masturbation implique aussi une question d'espace. Et moi, je pense que la question de l'espace, c'est vraiment un enjeu qui est très important. Là où est-ce que tu as de l'intimité et où est-ce que tu as un espace à toi dans ta maison. Moi, si je prends mon cas, moi j'ai découvert la masturbation vers l'âge de 10-11 ans et voilà, moi j'habitais dans la barre d'HLM classique où tu dors tu vois avec tes frères et sœurs et quand est-ce qu'en fait que tu peux prendre du temps pour toi en fait. Et il faut admettre que voilà, c'est un vrai luxe des fois d'avoir aussi même un miroir dans sa chambre pour mater son corps donc faut pas oublier aussi que voilà, sur cette question de la masturbation, il y a aussi des fois des enjeux aussi qui peuvent être d'ordre social, qui peuvent être contextuels et du coup qui font que cette pratique, elle peut aussi parfois être difficile à concrétiser, mais il y a un endroit quand même dans la maison qui reste implacable, c'est les toilettes. C'est clair. C'est clair. Si jamais tu vois l'endroit de survie, tu sais pas où aller, tu sais qu'il y a les chiottes quoi. Et tu sais que voilà, les gens en général dans les chiottes, on te laisse un peu de temps, tu vois, parce qu'ils ont pas forcément envie de rentrer après toi. Ou sinon tu as la salle de bain, en plus avec les jets d'eau, tout ça, il y a moyen de moyenner des bails. Oui. Manu Dorlis, t'as envie de sortir une blague, je vois ta tête. Moi non, je fais ça dans le métro. Et voilà, alors Manu l'insolite. Alors là, maintenant justement, ça nous donne l'occasion de dire qu'il y a des lois en France. En regardant les conducteurs de métro. Les conducteurs surtout. Justement, ça donne l'occasion de dire qu'il y a des lois en France. Donc, messieurs, dames, pas de ça dans le métro. Pas dans le métro, pas en public. Ton intimité n'intéresse que toi, pas ceux des autres. Hein. Exactement. Et justement, en parlant d'intimité, il y a aussi ce côté masturbation. Autant pour l'homme, j'ai l'impression que ça vient... que beaucoup d'hommes se sont masturbés, autant j'ai l'impression qu'il y a moins de femmes qui se sont masturbées. Et justement, je sais pas si c'est le fait que le sexe de l'homme, c'est quelque chose qui est vraiment totalement extérieur, pratiquement totalement extérieur. Et justement, ce qui fait que l'homme a toujours tendance à se toucher la verge dès petit. Tandis que c'est pas la même chose qui se passe chez les filles et ensuite chez la femme. Du coup, je ne sais pas quel est le rapport aux femmes, à leur sexe, qui fait que certaines femmes, c'est pas rare que j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit non, moi je me suis jamais masturbé. Alors, effectivement, c'est vrai que pour les garçons, dans la mesure où, effectivement, tu vois ton pénis, et puis n'oubliez pas, vous avez des érections aussi matinales, vous voyez votre outil, donc forcément... se lève tous les matins. Ça monte tout seul, des fois. Voilà, ça monte tout seul, t'as rien demandé, ça arrive... Mais voilà, donc ça, effectivement, vous avez... le mécanisme est là. Voilà, le mécanisme est là. Pour les meufs, c'est autre chose. C'est évidemment, pour les meufs et pour les personnes qui ont des vagins, c'est autre chose. Puis la pudeur aussi. Il y a la pudeur et puis il y a aussi toute une mystique aussi autour du vagin. Pour moi, c'est fantasmagorique. L'idée que les femmes font plus, moins que les hommes, ou les hommes, ils aiment bien demander aux femmes aussi si elles le font, et elles vont toujours dire non. C'est pour cultiver le fantasme, les gars. Pas vous dire la vérité, sinon c'est nul. Mais en tout cas, on le fait. Moi, je m'aurait menti. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que il y a une étude qui a été menée en Suède et en Norvège où qui a été menée auprès des PDG. Et les gars expliquaient que après une journée un peu dure de boulot, ils rentraient à la maison. Et puis au lieu de se mater un Batman, on y allait bat douce quoi, tu vois, c'est le super-héros un peu local et ça les détendait, ils reconnaissaient clairement que oui tout à fait ouais. Et donc quand j'entends les propos de certains PDG français, je me dis que on n'est pas loin de la masturbation intellectuelle aussi quoi, tu vois,
Mais non, mais on est d'accord, on est carrément. Non, mais tous ce qui prouve au-delà de la blague, de l'aspect trivial de la chose, ce qui prouve que y a quand même des vertus qui sont reconnues à ça, ou du moins les gens cherchent un chemin pour cette vertu. J'ai dit un truc débile. Non, parce que moi je parlais des femmes en particulier. J'ai senti un grand Les silence. hommes n'ont pas de problème pour le dire. En tout cas, pour le moment, moi je mettais l'accent sur le fait qu'on a la sensation que les femmes ne le disent pas. Mais on est toujours je pense qu'on est toujours dans le même type de société où ce que fait l'homme c'est glorieux et ce que fait la femme c'est sale. C'est sale. C'est sale. De toute façon, il y a rien qu'à voir l'industrie du porno. Ou fantasmer. Ou fantasmer, et puis aussi faut pas oublier voilà qu'il y a aussi le corps des femmes aussi, et la manière dont fonctionne un peu notre vagin, etc. Il y a aussi les règles, enfin voilà, il y a plein de choses aussi pour nous qui sont pas toujours évidentes, et voilà, et que du coup c'est aussi compliqué de savoir d'être aussi disponible déjà socialement. Pour nous c'est pas évident d'être disponible, que au sein même d'une maison des fois le temps n'est pas là, et le peu de temps qui est là des fois c'est aussi voilà, est-ce que je suis vraiment prête aussi à aller explorer cette partie-là. Il y a encore des meufs qui pensent que elles peuvent pas le faire et qu'elles préfèrent attendre que ce soit un homme, et que la pénétration, et c'est aussi voilà, qu'est-ce que socialement aussi on laisse qu'est-ce qu'on donne aussi aux femmes aussi comme représentation aussi, et si à chaque fois on met des représentations où elles sont dominées, où finalement la pénétration c'est la seule manière pour elles d'atteindre un orgasme, et que par exemple moi je sais que je sais pas, moi j'ai 32 piges, j'ai grandi avec plein de teen movies trop bêtes genre American Pie où tu vois les mecs ils se branlent, mais c'est genre c'est normal, on a tous vu ça, mais les scènes tu vois où des meufs se masturbent, en fait t'en vois très peu, et t'as aussi beaucoup de meufs qui ne savent pas techniquement qu'un mec c'est pas trop compliqué, il peut se débrouiller. Au cinéma t'as des représentations dans les séries, mais pour des filles c'est compliqué, tu vois, on n'a pas le même appareil, en tout cas et du coup pour se découvrir du coup voilà. Je sais pas, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Un gars peut se débrouiller au cinéma, tu veux dire, tu parles de la représentation au cinéma. En termes de il se masturbe pas dans le cinéma. Non Manu, allons. Non, il se masturbe pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, les masses médias, tu vois, genre la télé, tout ça, ça a un impact aussi sur les représentations que l'on peut avoir sur la sexualité. Et que du coup, il y a une domination quand même de représentation masculine sur la masturbation. Et ce n'est pas la même chose forcément pour les meufs. Et je parle pas de l'industrie du porno, effectivement. Merci, parce que sinon, j'ai la sensation que lorsqu'on voit une fille se masturber, d'où le mot fantasme que j'employais tout à l'heure, c'est qu'on va directement aller dans un Emmanuel, on est déjà dans un film, on va croire que dans la vie de tous les jours ça n'existe pas, comme tu disais, les films marrants, on va voir des mecs se palucher, mais les filles non. Si en fait. Je pense que personne ne se souvient du fameux catalogue Les Trois Suisses et la Redoute. le fameux truc où on se massait le dos, c'était pas vrai, c'était de la blague, c'était à côté de la bouche, c'était très phallique, et c'était un message qui était complètement, c'était un message qui était complètement détourné, mais ce qui prouve que c'était présenté encore d'une manière cachée. Donc, oui, enfin là c'était au milieu de la gueule. Donc, oui, mais c'est discret, on reste toujours dans le c'est caché, c'est gentil. Si c'est pour un garçon, un matériel pour garçon, on va aller directement dans un magazine de cul. On va pas se prendre la tête, on va pas être dans 3 suites. En tout cas, je crois que pour les meufs, la vraie difficulté c'est d'en parler. C'est aussi, c'est rare, je veux dire, les mecs entre eux, des fois même pour rigoler, ils peuvent se dire ouais, je me suis branlé. Enfin, il y a même un terme pour les gars. Ils se branlent entre eux aussi. Enfin voilà, mais se branler, il y a un vrai terme, je veux dire, pour signifier en fait la masturbation masculine. Mais une masturbation féminine, tu n'as pas de terme comme ça. Alors après, tu peux inventer des choses très mignonnes, te titiller le clito. Enfin voilà, tu peux trouver mais si tu veux, t'as pas de terme, voilà, qui est vraiment reconnu et que tu peux utiliser aussi aisément pour parler aussi de cette activité, voilà. Donc il y a vraiment, c'est vrai, au niveau du discours, il y a ce que la société impose et puis il y a la difficulté aussi que, voilà, s'imposer à la société. On va s'imposer parce que on s'impose aussi des politiques de respectabilité, tu vois, même dans la sexualité, on n'a pas envie, voilà, d'être perçu non plus comme une salope ou comme, alors que en fait, en disant qu'on se masturbe, on est aussi juste une personne qui prenons soin de nous-mêmes en fait, et c'est ça aussi, c'est peut-être de changer aussi le regard sur cette pratique et de se dire en fait je suis pas quelqu'un de bizarre, et
et qu'en fait voilà, c'est un vrai kiff de faire ça et que ça me fait du bien et que ça m'apporte aussi au niveau de la santé, et je le dis et je le répète, ça libère des endorphines, et effectivement la masturbation vous pouvez la faire avant de vous coucher. Vous aurez une sensation d'endormissement, ça vous relâche, une sensation de plénitude, voilà, il y a vraiment des vraies sensations, je veux dire, physiques, vraiment, qui vont vous apporter que du bien. Que du bien. Alors, en 2017, il y avait une étude de l'IFOP qui révélait que justement, 74... dans les années 70, 19% des femmes déclaraient se masturber, quand pour les hommes, c'était 73% des hommes dans ces années-là qui déclaraient se masturber. En 2017, 74 des femmes interrogées ont déclaré s'être masturbées, contre 95% des hommes qui déclaraient s'être masturbés. Donc on sent, il y a un petit peu, on va dire, ils font un pas entre Mademoiselle Essie et moi, entre ceux qui sortaient des vrais mythos et ceux qui ne se regardaient jamais dans un miroir, ne regardaient jamais leur sexe dans un miroir, parce que ça aussi, c'est important de se regarder dans un miroir pour se connaître tout simplement. Oui. Très important. Très important. Alors après, voilà, si vous en avez la possibilité. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire à tout âge aussi. C'est que nos corps, ils changent, ils évoluent. Et que, la masturbation doit être aussi l'occasion, voilà, de nous découvrir, mais aussi de prendre conscience que la manière dont on se masturbe à 15 ans, on va pas se masturber de la même manière quand on aura 35 ans ou quand on aura plus, parce que mine de rien nos corps ils changent, parce que on va aussi on s'apprend et on va au fil des années se découvrir aussi d'autres sensations, d'autres espaces, d'autres endroits en tout cas à explorer, et c'est pour ça qu'effectivement oser se regarder, voir aussi son corps changer. Ça veut pas dire forcément qu'il faut être dans un truc, on a tous des complexes, hein. Je dis pas que on doit avoir une vision parfaite de nous-mêmes, mais plutôt essayer d'avoir un regard indulgent en se disant que on change aussi, et que ce corps si on en arrive au stade où on le déteste, c'est problématique. Et c'est vrai que la masturbation, si ça peut nous permettre de renouer un petit peu, tu vois, avec nos corps, c'est déjà pas mal. Carrément. C'est pas une façon aussi, un peu en libérant cette parole concernant les femmes, d'éviter aussi un paquet de frustrations, parce que de toute façon cette frustration elle va se retrouver dans une vie de couple après. Mais pourquoi en fait tu parles des femmes? Pourquoi tu parles pas du point de vue des hommes? Non, parce que si on regarde, non, je parle des femmes parce que je faisais référence à un commentaire de Daisy, et sur la vision qui se pose, sur le regard qui se pose sur les femmes qui reconnaissent ou qui abordent ces sujets. Et parce que après quand on voit les chiffres, 95% des gars interrogés qui disent se masturber, chez les mecs il y a un côté un peu glorieux, roulage des épaules, ouais qu'est-ce qu'il y a, je me branle comme les autres, il y a quoi. Mais par contre c'est pas un discours qu'on peut attendre de la part un discours libéré qu'on peut attendre de la part des femmes. Qu'on est censé. Ouais, puisque maintenant. Oui, qu'on est censé, qu'on est supposé. Mais tu parlais par rapport au couple. Non, mais je veux dire, c'est que on sait très bien que on sait très bien aussi que la découverte du corps au travers de cette pratique, c'est aussi se comprendre soi-même. Et c'est aussi le fait de taire ça, de ne pas l'aborder librement dans une conversation saine avec des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas aussi une bombe à retardement aussi dans une vie de couple pour une sexualité épanouie? Oui. Alors, c'est clair que la masturbation, c'est une bonne entrée en fait. Enfin, ça, en tout cas, ça peut te permettre d'avoir d'entrer peut-être plus sereinement dans un sexe relationnel, tu vois. Donc ça c'est vrai, c'est plus tu te connais, peut-être qu'une fois que tu seras dans ta relation, déjà c'est une pratique que tu peux inclure en plus dans ta vie de couple, et je le dis vraiment aussi pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment quelque chose. Alors après les mecs le vivent pas toujours bien. Merci. C'est surtout ça, dire à un gars je me suis tripoté, je me suis fini parce que t'as peut-être pas trop assuré.
pleurer ou même ne pas lui dire, mais de se terminer, c'est un truc de fou à vivre. Alors, par contre, là, je mettrai un bémol parce que c'est pas au gars de se remettre en question aussi, peut-être de se poser. Ils le prennent mal, justement. Oui, voilà, c'est qu'il y a une rivalité entre moi-même et mon corps, et lui, comment il gère le mien. C'est ça. C'est-à-dire que en fait, la masturbation, ça peut vraiment s'inclure dans une relation, et que en fait, les mecs ils s'offrent des cadeaux. Moi, je sais, j'ai un ami, il offre à sa meuf tellement de jouets pour qu'elle s'éclate quand il est pas là, ou quand elle est là, ou quand il est là. Mais c'est plus, et je me dis aussi, c'est surtout dans le sens où, en fait, c'est pas parce que tu mènes cette pratique que ça veut dire que tu exclus l'autre. En fait, c'est un moment de partage. C'est que tu montres aussi à l'autre, comment aussi toi tu fonctionnes, ou ça te fait plaisir. Voilà, tu lui donnes un peu quelques petites infos, parce que mine de rien, la sexualité, c'est aussi de la communication. Et inversement, quand l'homme, justement, se masturbe aussi devant sa partenaire, il lui donne des infos. Voilà, c'est un réel apprentissage, et que faut pas avoir peur de cet apprentissage, et du coup, encore une fois, de pas mettre la masturbation comme une pratique, tu vois, qui vient concurrencer la pénétration, etc. Rien à voir, tu vois. C'est juste un moment de partage, et l'autre apprend forcément de toi quand il te regarde, voilà. Et il y a une autre chose aussi par rapport à cette pratique, il y a le fait aussi de, il y a le fait d'emmener un jouet dans le couple, et justement de se masturber, de jouer avec ce jouet. Et des fois, il y a des hommes qui le prennent hyper mal, comme si tu mettais un concurrent, en fait, dans le lit. Alors que c'est pas forcément, c'est pas la même chose, justement. C'est pas la même chose, et en plus, je pense que, le jouet, c'est pas, encore une fois, un objet qui vient mettre en concurrence. C'est effectivement, un jouet, c'est-à-dire que c'est un jeu, tu joues. Mais par contre, moi, je pense que ça se prépare, en fait. C'est qu'on peut pas imposer un jouet à son partenaire. Moi, je trouve que c'est important que on en discute avant, et de dire aussi, tu vois, il y a des jouets pour les meufs, mais il y a aussi des jouets pour les gars, et que on peut tester un jouet pour moi cette fois-ci, et peut-être la prochaine fois de tester un jouet pour toi que t'expérimentes peut-être tout seul d'abord, et que après on essaie. Enfin voilà, et puis il y a des jouets aussi qui sont faits pour les deux, parce que la technologie est flamboyante. si, grave, à base de télécommandes et de trucs de ouf. Des bytes. Pense à moi. Non mais franchement. Et du coup, voilà, c'est pour dire aussi que ça se prépare. On n'impose pas des jouets à son partenaire. Moi, je trouve qu'il y a, encore une fois, il faut en discuter. Ça se négocie. Et voilà. Et c'est pour ça, c'est peut-être l'occasion d'aller à deux au passage du plaisir, d'aller voir, des trucs, et puis d'apprendre. Enfin, il y a des vendeurs de soi. C'est ça aussi. Et je pense, encore une fois, on va en revenir comme d'habitude à l'échange et à la communication. Exactement. Oui, exactement. C'est la clé en tout cas, c'est la clé de beaucoup de choses, et notamment de la sexualité en relation. Et justement, il y a aussi une autre chose, parce que l'heure tourne et que la rubrique va se terminer, mais aussi la notion de se masturber et de se faire, et que le partenaire sorte par exemple du boulot et autres, et voit son partenaire se masturber, ne serait-ce que devant un film porno. Et en fait, il y a des cas aussi où les personnes le prennent super mal, presque comme une tromperie, quoi. Ah ouais. Oui. Ouais. Homme comme femme. Ouais. Alors, le truc, c'est que pour se masturber, en fait, il n'y a pas de motivation particulière. Après, tu peux le faire par ennui, par envie, par excitation. Et effectivement, tu peux avoir plein de supports. Encore une fois, on parlait de la musique, on peut parler de bouquins. Et effectivement, la pornographie est aussi conçue quand même pour stimuler aussi et encourager les gens, en tout cas, à se masturber. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est pas, je pense pas, une haute trahison, en tout cas de mater un porno et de se masturber. Par contre, c'est que, encore une fois, faut le dire à son partenaire que il y a des fois, j'ai besoin, parce que c'est des moments à moi, de me masturber, et effectivement, j'aurais envie d'un support parce que je suis pas mécanique non plus, qu'il me faut un peu de quoi me chauffer, et que me mater un film de boule, ça va. Bien. Ça va m'ambiancer, mais c'est une sexualité que j'ai avec moi-même. C'est pas une sexualité que j'ai avec toi. Donc il y a pas de tromperie en fait. Et du coup, ce temps de sexualité avec moi, je me crée encore une fois ce moment coucounant où je vais m'ambiancer, mais ça veut
en aucun cas dire que j'exclus mon partenaire ou mes partenaires. C'est juste un temps pour moi et évidemment, les choses, reprennent tranquillement et avec toi et enfin voilà, c'est. Faut pas laisser le tabou s'installer. Oui, c'est ça. Faut pas laisser le tabou s'installer. Juste un petit rappel, vous avez la possibilité d'envoyer quand même des questions. Si vous n'avez pas envie d'être, si vous n'avez pas envie d'être cité, on vous a rappelé déjà les règles auparavant. Vous dites privé, question privée, anonyme, et vous envoyez une question. Si vraiment vous sentez qu'on ne répond pas à une de vos interrogations. J'en profite pour répondre à la question de Maxime Bouzia qui demande s'il doit faire sortir son pitbull lorsqu'il s'adonne à cette pratique. Ça t'apprendra à critiquer cette chronique est très intéressante, mon ami. Donc, je te donne. Vu tous les WhatsApp que tu m'as envoyés, je te renvoie l'ascenseur, mon ami. Je te fais un gros bisou. Bisous. Si tu as envie de t'auto-sexualiser suite à ce bisou, tu peux. Maintenant qu'on a abordé le sujet avec Sharon. Mais dommage, Maxime, parce que la chronique se finit, mais on aurait pu parler, bien sûr, du plaisir de la prostate, mais ce sera pour une autre fois. On va même t'inviter. Merci, Sharon. Merci, Sharon. C'était super. On n'a pas parlé de ce mois d'octobre rose, bien sûr, mais on aura l'occasion d'en parler dans un dossier un petit peu plus de temps là-dessus. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. À la semaine prochaine et envoyez-nous du love sur Deezer, iTunes, Spotify, où on est maintenant. Allez, on vous dit à la semaine prochaine et on se quitte avec Habib Babe, le morceau s'appelle Je n'ai jamais su.